Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coulisses d'entrepreneurs, le rendez-vous des entrepreneurs qui veulent passer à l'action et obtenir des résultats concrets. Je suis Emmanuel, entrepreneur et investisseur. Dans chaque épisode, je partage les coulisses de mes projets, parcs de loisirs, fitness, franchise, immobilier, mais surtout les leçons de mes erreurs et des stratégies pratiques que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour construire ou accélérer ton propre business. Prépare-toi, ça commence maintenant. Avant de commencer, j'aimerais te dire un grand merci, vraiment parce que je m'attendais pas à autant d'écoute sur les 2 premiers épisodes. J'ai un peu lancé ça comme ça et c'est vrai que, j'ai été agréablement surpris. Donc, ça fait super plaisir vraiment. Les 2 épisodes, que j'ai sortis, depuis, début décembre ont vraiment cartonné. Merci aussi à tous ceux qui m'ont écrit sur LinkedIn, ou par mail pour me faire vos retours. Ça m'aide beaucoup, ça m'aide à me motiver et à continuer à enregistrer des épisodes. Merci notamment à Thibaut, merci à Laure, Florent, merci à Jean, merci à Jonathan et merci à Clément. Merci aussi à tous ceux qui m'ont mis des notes 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Ça fait super plaisir et c'est super motivant. Pour ceux qui découvrent le podcast, je vous invite vraiment à écouter les épisodes précédents. Le premier, comment j'ai fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires en 6 mois et surtout la vérité derrière les gros chiffres. Et deuxième épisode, mes pires leçons de recrutement et les leviers infaillibles pour réussir ton recrutement. J'ai un peu réfléchi ces derniers temps comment j'allais m'organiser pour, les enregistrements et les publications de ce podcast. Alors, je pense que je vais tout simplement publier un épisode, par quinzaine. Voilà, je pense que c'est un rythme que j'arriverai à tenir parce que finalement, un podcast, c'est une pierre de plus, à l'édifice et quand on est auditeur, on se rend pas trop compte de la charge de travail que ça peut représenter, mais finalement, je me rends compte que c'est énormément de boulot. Donc je suis super content de pouvoir enregistrer ce podcast, les diffuser et délivrer de la valeur, mais il faut aussi que, je puisse rester régulier et pour ça, je pense que, le meilleur rythme pour moi, ce sera un épisode par quinzaine et pour ne pas manquer les sorties de mes nouveaux épisodes, n'hésitez pas à vous abonner à ma page LinkedIn ou simplement, au podcast, sur vos plateformes d'écoute préférées. Dans cet épisode, on va parler gestion RH. Recruter, c'est une chose, gérer l'humain, sur le terrain, c'est là que tout se complique. Dans cet épisode, on va parler, structuration des équipes, délégation sans perdre le contrôle, comment je fais tourner mon entreprise, tout simplement quand je suis pas là. On va parler de vrais sujets RH, on va parler aussi des arrêts maladie douteux, des retards, des conflits, des histoires de couple, de génération Z. Bref, plusieurs anecdotes encore assez croustillantes comme d'habitude et au final, tu repartiras avec des leviers concrets, que tu peux appliquer, dans n'importe quel business pour gagner du temps et réduire, ta charge mentale et surtout arrêter d'être indispensable, pour ton propre business. Et comme d'habitude, en deuxième partie, on fera un point, sur mes projets actuels et pourquoi, même avec une organisation solide, en ce moment, je traverse une période un peu compliquée, mais bon, ça fait partie de la vie d'un entrepreneur et c'est surtout à ce moment-là qu'il faut être résilient. On attaque la première partie donc de cet épisode sur la gestion RH et avec le premier levier qui pour moi est l'automatisation et si on peut dire l'industrialisation, de la gestion RH. Pour expliquer ce point, je vais tout simplement partir du tout début, de mon entreprise et au tout début, bien que j'étais petit, je devais tout de même embaucher une quinzaine de saisonniers pour faire tourner l'ensemble des activités. Sauf que, moi, la gestion RH, j'y connaissais que dalle, c'était pas du tout mon domaine. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis entouré, donc j'ai pris un cabinet, d'expertise comptable et un gestionnaire de paie, qui m'ont aidé à lancer mon activité à ce niveau-là. Donc pour la gestion de la paie, la gestion du social, on a signé une lettre de mission avec, des frais, fixes. Il faut savoir qu'il y a des frais par établissement d'un bulletin de paye, il y a des frais de mise en place, il y a des frais, d'embauche d'un salarié, il y a des frais de déclaration mensuelle, il y a des frais pour les soldes de tout compte, les certificats de travail, les attestations France Travail.
il y a des frais pour, l'établissement d'un contrat de travail, il y a des frais pour les avenants, bref, il y a des frais pour tout. Et là, je me suis dit: «Je suis obligé, de commencer avec eux parce que, bah, j'y connais rien. Mais par contre, après, il va falloir mettre en place, des choses assez rapidement, parce que sinon, bah, la facture, elle va être très salée à la fin de l'année». Faut savoir que, par exemple, en moyenne, on va dire l'établissement d'un contrat de travail, c'est grosso modo une centaine d'euros. Donc tu imagines, si tu dois embaucher, 15 à 35 salariés comme moi, et bah, tu fais vite le calcul de ce que ça représente. Deuxième problématique pour moi, c'était comment est-ce que je vais gérer le planning de mes employés? Sachant que, bah, il y a du monde, sachant que tout le monde ne commence pas à la même heure, sachant que tout le monde termine pas à la même heure, que les gens prennent pas leur pause au même moment. Voilà, la question c'est, comment je vais gérer tout ça? Est-ce que je vais gérer ça sur un fichier Excel? Non, ça va être le bordel. Donc il me fallait aussi, une solution. Il faut aussi savoir que quand tu embauches une personne, avant qu'elle commence, il faut faire une DPAE. Donc une DPAE, c'est quoi? C'est une déclaration préalable à l'embauche et ça, faut le faire, en renseignant quelque champs sur le site de l'URSSAF. Donc ça, pareil, le faire à chaque fois, c'est chronophage et c'est pas une tâche, apporte vraiment quelque chose. Donc pareil, là, je me suis dit: «Il faut que je trouve une solution qui me permette de faire ça de manière automatisée pour me faire gagner du temps». Ensuite, l'autre question que je me suis posée au début, c'est comment je vais faire pour suivre le temps de travail des employés? Comment je vais faire pour savoir, si les gens sont arrivés à l'heure ou en retard? Comment je vais faire pour savoir combien de temps de pause ils ont pris? Comment je vais faire pour savoir, quand est-ce qu'ils sont partis? Et la dernière question, c'est comment je vais faire pour transmettre, toutes ces données, au gestionnaire de paye pour qu'il puisse, éditer les bulletins salaires? Donc voilà, tout ça, c'était des problématiques et des questions que je me posais au début. Il fallait vraiment que je trouve une solution pour pas perdre énormément de temps sur ce sujet-là parce que, bah, forcément, quand on est chef d'entreprise et surtout au démarrage, on a besoin d'être sur le terrain et de gérer des problèmes. À l'époque, j'avais fait un peu un benchmark, des différentes solutions pour me permettre, de me faciliter la tâche avec, tout ça. Et au final, j'avais retenu un logiciel en particulier qui, à l'époque, s'appelait Snapshift, mais qui, a changé de nom récemment et qui s'appelle désormais Combo, Combo HR. Alors le but, c'est pas de présenter le produit en lui-même, il doit y en avoir d'autres qui font la même chose, mais le but, ça va être de te montrer pourquoi ça m'a sauvé la vie. Parce que tu vas voir que le process que j'ai mis en place est super simple. Suite au recrutement, la personne m'envoie des informations et des documents comme son état civil, son numéro de sécurité sociale, et cetera. Et moi, dans Combo, je vais créer sa fiche employé. Une fois que sa fiche employé est créée, je vais aussi remplir des informations concernant son contrat. Le type de contrat, le temps de travail, le début, la fin s'il y en a une, la période d'essai, la qualification, le niveau de qualification de la convention collective et je vais le rattacher à un établissement et à un responsable hiérarchique et bien sûr, je vais aussi mettre des informations concernant sa rémunération. Ce qui est génial dans Combo, c'est qu'on peut créer plusieurs établissements et assigner des conventions collectives et donc ce que j'ai fait, comme moi, j'ai 2 conventions collectives, dans mon entreprise. La convention collective des espaces de loisirs et la convention collective de la restauration. Eh bien, Combo pourra gérer les 2 conventions collectives en fonction des employés qui y sont rattachés. Une autre fonctionnalité géniale, c'est qu'on peut créer des modèles de documents, donc des templates. Donc moi, j'ai créé des templates de contrats, des contrats saisonniers temps partiel, des contrats saisonniers temps complet, à la fois pour les loisirs et de l'autre côté pour la restauration. Et du coup, quand je veux créer un contrat, il me suffit de générer un document, dans le profil de l'employé, de choisir le modèle de document et ensuite, et ben tout simplement, Combo va me générer le contrat en fonction des renseignements que j'ai indiqués dans le profil de l'employé. Après une petite vérification, et ben, j'envoie tout ça dans le module de signature électronique, ce qui va permettre à l'employé et à moi-même, bah, de tout simplement signer les contrats. Et ça, franchement, ça me fait gagner un temps de dingue et surtout beaucoup de papier et d'encre, d'impression puisque à l'époque, ben, j'imprimais, tous les contrats que j'avais créés au format Word, je les faisais signer, ensuite, je les scannais. Bref, c'était en termes de gestion, compliqué et surtout, bah, ça prenait beaucoup de place puisqu'il fallait aussi garder tous les documents. Donc là, plus besoin de tout ça, plus besoin d'imprimer de registre de personnel. Tout est enregistré directement dans Combo
et tout est, numérique. Pour la DPAE, là aussi, c'est super pratique. Il y a juste un bouton «Envoyer, la DPAE» et tout est synchronisé automatiquement sur le compte de l'URSSAF. Donc ça, pareil, c'est un gain de temps énorme. Et ensuite, bah, pour la planification, c'est super simple. La personne apparaît sur le planning de l'établissement. J'ai plus qu'à lui attribuer des shifts avec, des horaires de début et de fin. Une fois que j'ai fait le planning et tous les shifts, de tous les employés, Combo va me dire si j'ai respecté la convention collective, par exemple, les heures de repos entre 2 jours de travail, si, la durée de travail dépasse la durée de son contrat, par exemple. Voilà, il y a plein, de choses qu'on peut voir à ce niveau-là. Et une fois que j'ai fait tout ça, j'ai juste à publier le planning en un clic et là, tous mes employés reçoivent leur planning par mail et par SMS, donc c'est vraiment génialissime. Comment je gère ensuite, les heures effectuées ou non? Bah, tout simplement, j'ai installé une tablette avec, le logiciel, tout est synchronisé, donc ça sert de pointeuse tout simplement. Les gens check-in, quand ils arrivent et check-out quand ils repartent. Ils peuvent aussi pointer et dépointer leur pause, donc c'est vraiment pratique. Moi, après, j'ai tout en temps réel dans le logiciel et à la fin du mois, bah, c'est super simple, ça me prend 5 secondes de valider tous les éléments de la paye, de faire un export pour le logiciel du gestionnaire de paye. Ensuite, bah, je vais tout simplement importer dans le logiciel de paye ces fichiers. Ensuite, il y a une validation de mon gestionnaire de paye et je vais pouvoir, ben, tout simplement après envoyer les bulletins de paye à chacun dans les coffres-forts numériques, personnels de chacun. Et surtout, et là aussi grosse, progression par rapport au début, c'est que je vais pouvoir générer un seul fichier de virement des salaires, et que quand je vais l'envoyer sur la plateforme, de la banque et ben, il va tout simplement me dispatcher les virements à chacun des employés. Donc voilà, j'ai fait le tour des fonctionnalités, des process que j'ai mis en place. J'ai énuméré les fonctionnalités principales du logiciel, mais en vrai, il y en a des tas d'autres que j'utilise aussi, bah, pour suivre mon activité avec les ratios et cetera. Encore une fois, le but de cet épisode, c'est pas de passer en revue toutes les fonctionnalités, mais si tu es intéressé par le logiciel, bah, écris-moi tout simplement et puis on pourra en parler ensemble. Alors forcément, j'ai pas tout mis en place, dès le départ, mais au fur et à mesure de la mise en place de tous ces process, franchement, ce logiciel et ces process m'ont permis de gagner environ 4 jours de travail par mois. Donc c'est pas 4 jours bien sûr d'affilée, mais cumulé, ça représente à peu près 4 jours de travail, chaque mois. Donc c'est vraiment énorme et j'ai pu du coup utiliser ces 4 jours pour créer de la valeur pour mon entreprise et me focaliser sur des tâches, plus importantes. Pour résumer, si tu as des employés ou si tu comptes en avoir prochainement, le premier levier, c'est d'automatiser la gestion RH. Tu pourras centraliser le profil des employés, le registre du personnel, générer des contrats automatiquement et les faire signer électroniquement à tes employés. Si tu es dans un business avec des changements de planning fréquents ou des horaires qui ne sont pas régulières, pense aussi à utiliser un outil de gestion des plannings, pourquoi pas une pointeuse connectée? Ça te permettra de calculer les heures réelles et pas ressenties. Au moins, tout sera clair et il n'y aura pas de conflit. Et enfin, grâce à cette automatisation, tu pourras aussi gérer la paye plus facilement et plus rapidement. La validation interne des variables sera hyper facile et tu pourras en 2 clics, payer tes employés. Et enfin, un point à ne pas oublier, c'est qu'on pourrait se dire que oui, tout ça, ça a un coût, c'est un logiciel payant en plus, et cetera. Alors oui, ça a un coût, mais eh bien, l'un dans l'autre, avec toutes les économies que j'ai fait par rapport à la mission sociale et les honoraires, eh bien, ça m'a permis de faire une économie d'environ 40, ce qui est quand même énorme sur les frais que j'avais avant tout ça. Alors oui, il existe aussi de nombreux logiciels qui intègrent également la gestion de la paye directement. Mais moi, j'ai fait le choix de continuer à travailler, avec le cabinet, tout simplement pour garder une relation humaine. Parce que oui, il existe, des solutions en ligne et cetera avec, des chats ou des gens qu'on peut appeler, un support, une personne qui nous est soi-disant attribuée et puis, ben, finalement, on se rend compte que cette personne, elle change tous les 6 mois. Donc là, moi, j'ai quand même
une société et un business assez spécifique. Donc j'ai préféré, garder ce lien humain, avec, le cabinet et ça me permet d'avoir toujours le même interlocuteur qui connaît, à 200 les caractéristiques, de mon activité et ça me permet aussi de gagner du temps et surtout de pas faire d'erreurs. Donc oui, on peut encore essorer plus, les tarifs, les honoraires, les factures et cetera. Mais je pense qu'il faut aussi faire la part des choses, peser le pour et le contre. Chaque entreprise est différente, chaque entreprise a des besoins, différents. Pour ma part en tout cas, j'ai fait le choix de garder cette relation humaine à ce niveau-là. On passe maintenant au point suivant, structurer les équipes et déléguer. Ça peut paraître logique que dans une entreprise, il y ait plusieurs équipes, mais au début, quand on part de rien, eh ben, il n'y a rien du tout. Et moi, au début, quand je me suis lancé, tout est allé super vite et il n'y avait pas du tout de structure. Si tu as écouté l'épisode précédent, tu te rappelles qu'il y a 6 équipes pour mes 6 secteurs d'activité. Et si tu n'as pas écouté l'épisode précédent, bah, je t'invite à foncer l'écouter. Mais au début, eh ben, moi, je gérais tout le monde en direct. Qu'est-ce que ça veut dire gérer tout le monde en direct? Bah, déjà, ça veut dire faire les plannings de chaque équipe. Donc dans chaque équipe, j'avais plusieurs personnes. Donc là, c'est assez un casse-tête puisque il faut réussir à organiser l'activité 7 jours sur 7 en respectant, les temps de repos, en respectant les jours off et en respectant, si possible, les volontés de chacun. Donc c'est un petit peu un casse-tête. Donc quand tu as des équipes, petites avec deux trois personnes, ça reste relativement facile. Quand tu as des équipes, qui sont composées de 10, 12, 15 personnes, là, ça devient vite un casse-tête. C'est vrai qu'au début, c'est moi qui faisais ça, et ça me prenait un temps de dingue, tous les jours et tous les dimanches surtout pour faire, les plannings des semaines suivantes puisque chez nous, on a un fonctionnement à la semaine pour être flexible en fonction de la météo et en fonction de l'affluence et des réservations. Et donc le planning, de tous les employés change de semaine en semaine. Alors bien sûr, ils sont prévenus en avance, mais ça veut dire que le planning de chaque semaine n'est jamais identique à la semaine précédente et donc c'est une adaptation et un jonglage, cérébral à faire à tout instant. Ensuite, bah, au-delà du planning, il y a, le management opérationnel de chaque équipe et ça, bah, quand on est, tout seul pour gérer ça, c'est assez difficile de se dupliquer sur chaque secteur. Donc pour moi, c'était assez compliqué. Je faisais surtout un boulot de pompier, au départ, quand c'est moi qui gérais chaque équipe, puisqu'il fallait que je sois à tous les endroits à la fois et c'était vraiment, vraiment chaud. Concrètement, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, tout simplement, j'ai créé des pôles en fonction, des différentes activités. Donc, un pôle accrobranche activité terrestre, un pôle téléski nautique, un pôle, activité nautique aquapark, un pôle restauration, un pôle accueil, point de vente et un pôle administratif, commercial et communication. Et alors la question se pose, mais qui va gérer tous ces pôles? Puisque dans mon équipe, j'ai que 2 CDI, 2 personnes à temps plein toute l'année, et tout le reste, les 35 autres, ce sont des saisonniers. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire gérer des équipes à des saisonniers? Et c'est là que ce que j'ai expliqué dans l'épisode précédent à propos de la fidélisation d'une équipe, c'est super important. Puisqu'en fidélisant bien une équipe de saisonniers, eh ben, on va avoir un noyau qui va revenir d'année en année et qui va pouvoir prendre ses responsabilités. Et finalement, j'ai pu attribuer des postes de responsables à mes 2 CDI, forcément, et aussi à certains saisonniers qui sont revenus d'année en année. Voilà, par exemple, il y en a certains, ça fait 4 ans qu'ils reviennent, donc j'ai vraiment, je sais que je peux compter sur eux. Je sais qu'ils connaissent très bien le fonctionnement du parc, le fonctionnement de leurs équipes. Ensuite, bah, il suffit de les former sur les nouvelles missions, de responsabilité et de gestion et derrière et bah, je les fais aussi évoluer en termes de responsabilité, en termes de rémunération et eux, derrière, ils se sentent valorisés et c'est comme ça qu'on arrive à garder, des équipes, qui sont opérationnelles et soudées. Donc structurer, c'est important. Mais je veux quand même préciser un point important, c'est que quand tu structures une entreprise,
il faut éviter de créer de la distance avec les équipes en même temps. Parce que forcément, on va rajouter un niveau hiérarchique, et donc on pourrait penser et en tout cas les employés pourraient penser que, le gérant, n'est pas accessible ou n'est plus accessible, mais c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que mon rôle, c'est pas de gérer, les plannings et les petits ajustements au jour J. Mon rôle, c'est de donner un cadre, une vision et c'est d'être là quand il y a un vrai sujet. Donc, ce que je dis au général aux équipes et aux nouveaux qui arrivent chaque année, c'est que voilà, ils appartiennent à une équipe. Ils ont un chef d'équipe, qui va pouvoir, répondre à leurs questions et à les manager, directement sur le terrain. Mais s'il y a besoin de parler d'autres choses, d'autres sujets, s'il y a besoin, d'apporter de nouvelles idées ou des axes d'amélioration, et ben, je reste disponible. Par contre, je leur dis dès le départ, c'est pas avec moi que vous allez parler de la pluie, du beau temps ou de ce que vous avez mangé hier soir, mais je reste disponible pour les sujets importants. J'aime bien dire à mes chefs d'équipe qu'une bonne organisation protège les équipes et qu'une bonne posture protège l'humain. Avec une bonne structure, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on peut aussi déléguer. Déléguer pour respirer, déléguer pour prendre, du temps pour soi professionnellement, pour se concentrer sur d'autres sujets à valeur ajoutée ou tout simplement prendre du temps pour soi, personnellement, pour soi et pour sa santé. Parce que quand on se lance, on a souvent la tête dans le guidon, on fonce, on fonce, on fonce, on bosse, beaucoup, beaucoup, beaucoup et pour ma part, au début, pendant 2 saisons, j'ai fait du 7 sur 7, de début avril à fin octobre, sans prendre aucun jour de repos. Alors certes, ensuite, la période est un peu plus calme, mais il y a pas rien à faire et donc bah, j'ai assez mal fini, mon corps a assez souffert, mon esprit aussi et donc j'ai dû apprendre à déléguer, trouver des moyens pour déléguer, parce que finalement, c'est pas, si facile. Alors, j'aurais pu très bien prendre du temps pour moi, depuis bien longtemps, en fait, mais comme, cette entreprise et cette activité, je l'ai montée de toutes pièces. Quand je m'imaginais absent et que les autres travaillaient en mon absence, je culpabilisais. Je me disais: «Qu'est-ce que mes employés vont penser de moi?» Ça peut paraître con, mais c'est vraiment comme ça que je le ressentais. Pour moi, j'avais pas le droit de pas être là. Je devais être là sur le pont pour les aider, pour les soutenir, pour, faire le pompier, pour gérer les problèmes, pour, gérer toutes les situations et je me voyais pas ne pas être là parce que quand je m'imaginais absent, je m'imaginais stressé, je m'imaginais, que quelque chose pouvait mal se passer et je m'imaginais, bah, ne pas être là pour le gérer justement et donc cette acceptation a été, très longue à venir finalement. Alors je pense que je dois pas être le seul, mais quand j'en parle maintenant, bah, ça me paraît logique que ça pouvait fonctionner, mais quand on a ce niveau de responsabilité et ben, on pense différemment finalement. Un jour, j'ai eu un déclic et ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit: «Bon, ben, voilà, je prends une demi-journée dans la semaine». Par exemple, je sais pas, le lundi matin, au lieu de venir à 10 heures, je vais venir à 14 heures quand je sais qu'il y a un peu de rush et puis, ben, je finirai la journée comme d'hab vers 22 heures et je laisse mes équipes, démarrer la journée parce que je sais que le démarrage de la journée, ben, en général, c'est un petit peu plus calme. Donc au début, j'ai commencé comme ça avec toujours bien sûr le téléphone allumé et j'étais pas très loin, heu, du lieu de travail pour pouvoir venir au cas où. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que tout se passait bien, que finalement, bah, j'avais déjà mis en place les process, pour que ça fonctionne sans moi et c'est à ce moment-là que je me suis dit: «Bah, en fait, ça marche. Tout ce que j'ai mis en place, ça fonctionne». À partir de la saison suivante, je me suis fixé comme objectif de prendre un jour de week-end par semaine. C'est-à-dire soit un samedi, soit un dimanche. Et donc, alors, on va me dire: «Oui, bah, 1 jour de repos par semaine, c'est peu», mais pour moi, c'était déjà énorme, par rapport à là, d'où je suis parti. Et finalement, grâce à mes process, grâce aux équipes, grâce au chef d'équipe et à la structuration, j'ai pu me libérer à chaque fois
ce jour de week-end, par semaine pendant la saison et j'ai pu faire des choses pour moi, prendre, du temps pour moi, pour, ma famille, pour mes proches, et donc c'était très agréable. C'était vraiment, comment dire? Je me sentais revivre et l'année suivante, pareil, toujours dans cette même lancée, je me suis dit: «Bon, ben, voilà, je vais continuer, sur ce mode de fonctionnement et je vais essayer en plus de temps en temps de me prendre une demi-journée ou une journée supplémentaire dans la semaine». Puisque la semaine finalement, c'est une période, qui est un peu plus calme aussi et donc ça m'a permis comme ça de gérer mon temps libre, pour pouvoir prendre du temps pour moi et ou, en même temps travailler sur des projets parallèles. Voilà, alors là, je me suis vraiment livré. Je pense qu'on ne peut pas être plus dans les coulisses que ça et que le podcast, porte bien son nom. Mais je pense que c'est important d'en parler parce que je pense qu'on n'en parle pas assez. Quand on commence une activité, on est souvent trop à fond. Nos proches nous disent: «Attention, ça va pas aller, attention, le rythme ne convient pas». On a souvent des signaux d'alarme, mais on les écoute pas. On les écoute pas parce qu'on pense qu'on a raison, parce qu'on veut foncer et je pense que c'est important, d'avoir ce retour, de quelqu'un, bah, qui l'a vécu. Voilà, tout simplement. Donc pour résumer cette partie de structuration et de délégation, je dirais qu'aujourd'hui, si tout passe par toi, commence par, une chose simple, c'est de découper ton activité en équipes claires, de nommer un responsable ou des responsables en fonction de la taille de ton activité et d'accepter surtout de lâcher, un peu d'opérationnel. Alors certes, oui, on peut penser que le travail qu'on délègue sera moins bien fait. Alors c'est pas forcément vrai, mais surtout, bah, ça va nous permettre de nous concentrer sur d'autres tâches ou justement de prendre du temps pour nous. Pareil, si tu te reconnais dans mon parcours, accepte de t'absenter, voilà, progressivement. Fais-le peut-être pas tout d'un coup, mais accepte, de prendre du temps pour toi, de temps en temps et tu verras, avec une bonne structure et ben ça va rouler tout seul. Pourquoi j'insiste là-dessus? Bah, tout simplement parce que c'est essentiel. Non seulement, bah, tu gagneras du temps pour toi, pour créer plus de valeur dans ton business, mais surtout, bah, tu baisseras ta charge mentale, et tu préserveras ta santé, ce qui est quand même le plus important. Parce que finalement, une entreprise solide, bah, ça commence par un dirigeant qui tient dans la durée. Alors si je récapitule, on a vu l'automatisation de la gestion RH avec le logiciel qui permet de tout faire et de te faire gagner énormément de temps pour les contrats, pour les plannings, pour la paye. Ensuite, on a vu la structuration des équipes et pourquoi déléguer, c'est important. Et maintenant, on va voir pourquoi l'onboarding dans une entreprise, c'est une assurance qualité. Alors souvent, il y a des longs process onboarding, dans des grosses entreprises. Moi, j'en ai fait plusieurs dans les précédentes, multinationales que j'ai faites, quand j'étais salarié et je trouvais que c'était assez intéressant et il y a des entreprises, aussi dans lesquelles, j'en ai pas eu et là, je trouvais que c'était un peu plus chaotique, de s'intégrer, de comprendre le fonctionnement de l'entreprise. Donc moi, j'ai trouvé que c'était intéressant de mettre en place, dans mon entreprise et bah, je vais t'expliquer aussi pourquoi je l'ai fait et pourquoi je le conseille à tout le monde. Ou alors, l'onboarding, c'est quoi? Bah, tout simplement, c'est l'ensemble des actions que tu vas mettre en place, pour intégrer efficacement un nouvel employé, lui faire comprendre comment fonctionne l'entreprise, lui dire ce qu'on attend de lui et lui donner rapidement les clés pour être autonome, engagé et performant. Donc comment ça se passe chez moi concrètement? Eh ben, je me suis dit: «Tous mes employés doivent être en capacité de répondre aux questions des clients, peu importe où ils sont, dans le parc, peu importe dans quelle équipe ils sont». Et donc pour ça, dans la première semaine où, ils arrivent dans l'entreprise, je vais leur faire passer un jour dans chaque équipe. Et dans chaque équipe, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont suivre le parcours client. Donc les autres employés vont faire comme si ce nouvel employé était un nouveau client et ils vont le traiter exactement de la même manière. Ça permet au nouvel employé de comprendre comment on fonctionne par rapport au client et ce que le client va avoir comme service. Ça va aussi lui permettre de comprendre le fonctionnement, qu'on a vis-à-vis du public qu'on accueille et ensuite il va tester les activités.
Donc moi, je leur fais tester, des parcours accrobranche comme si c'était, des clients lambda. Je leur fais tester le mini-golf, je leur fais tester, voilà, toutes les activités. Je leur fais tester le wakeboard aussi, par exemple, et comme ça, les nouveaux employés reçoivent les briefings que normalement les clients reçoivent eux aussi. Et donc ça permet 2 choses. Ça permet d'une part de faire en sorte qu'ils assimilent, ce qu'on dit aux clients, et d'autre part, ça permet aussi d'avoir un regard extérieur parce qu'eux, ils vont poser des questions et nous derrière, on pourra aussi, bah, peut-être améliorer le parcours client parce que les clients, ils vont pas forcément nous dire, en fait, ce qu'ils ressentent. Et donc le nouvel employé va ensuite aller, rejoindre, les membres de son équipe qui vont lui expliquer, bah, comment on fait vis-à-vis des clients. Tout ça, ça répond à quoi? Ça répond à des problèmes classiques du type: «Je savais pas, on m'a pas dit» et cetera. Voilà, avec des employés qui ont des visions parcellaires, du travail ou de l'entreprise. Et donc qu'est-ce que ça permet? Bah, tout simplement une meilleure intégration, de la polyvalence assez rapidement, de l'autonomie aussi, et surtout une cohésion d'équipe puisque en pleine saison, les équipes, n'ont pas forcément les mêmes horaires et certaines équipes se croisent. D'ailleurs, pour l'anecdote, une fois, j'ai un employé saisonnier, du téléski nautique, donc de l'équipe wakeboard, qui était là depuis 6 mois. Il a croisé un autre saisonnier, qui bossait en restauration à l'autre bout du parc. Il a dit: «Ah mais c'est qui lui? Je l'ai jamais vu en fait». «Ah oui, mon mec, ça fait 6 mois que tu bosses, dans la même boîte que lui, quoi, à 200 mètres». Donc voilà. Donc bref, cette intégration, elle permet aussi, bah, de se faire connaître, de faire connaître les nouveaux et de plus facilement les accepter et d'améliorer cette cohésion d'équipe que je cherche à avoir chaque année. Pour résumer, si toi aussi tu embauches, des personnes, pense à faire un onboarding. Il peut être super simple. L'idée principale, c'est qu'ils se sentent bien dans l'entreprise, qu'ils se sentent, valorisés, qu'ils rencontrent les autres membres de l'équipe et que tout se passe pour le mieux. Alors levier suivant, ne pas avoir peur de poser un cadre et des sanctions. Alors il faut savoir qu'en droit français, c'est pas obligatoire d'avoir un règlement intérieur dans l'entreprise pour les employés en dessous de 50 salariés, et au début, je faisais 100, et c'est vrai qu'il y a eu, quelques abus. Alors c'est pas parce que j'en ai un maintenant qu'il y a plus d'abus, mais en tout cas, ça permet, de poser un cadre, de manière plus officielle. Dans ce règlement intérieur, je vais avoir quoi? Une partie sur l'hygiène et la sécurité des employés, une partie sur, tout ce qui est relatif à la discipline, une partie sur les sanctions disciplinaires, et après, des parties sur, le harcèlement sexuel et moral, la discrimination et cetera. Alors pourquoi je dis que c'est important et pourquoi moi je l'ai fait? Tout simplement parce que, bah, les saisonniers, ça arrive souvent en retard ou alors ça ne vient pas au travail, et même si c'est, dit au départ, le fait qu'il n'y ait pas de document officiel, bah, ce n'est pas très dissuasif, on va dire. Après, bah, dans d'autres domaines, ça peut paraître normal et logique et professionnel de respecter, les horaires, de respecter un règlement intérieur. Mais en tout cas, dans une activité saisonnière qui emploie à 90 des jeunes, et ben, c'est relativement utile. Donc quand je fais l'intégration d'un nouvel employé, je lui envoie également à travers mon logiciel Combo, le règlement intérieur que je demande, de signer, électroniquement pour m'assurer, que la personne en a bien pris connaissance et connaît les règles de l'entreprise. Donc dans mon entreprise, les salariés ont un salaire horaire, et donc ce qui me permet de tout simplement sanctionner les retards. Alors oui, je sais que tout le monde peut être en retard, tout le monde peut avoir un problème un jour, le matin, voilà, une panne de réveil, ça arrive à tout le monde. Mais quand ça devient récurrent, ça pose plusieurs problèmes. Non seulement c'est pas cool pour le reste de l'équipe qui va devoir du coup supporter une charge de travail plus importante parce qu'il va manquer un membre de l'équipe, mais aussi ça peut mettre en danger le client, tout simplement, puisqu'il va manquer une personne de l'équipe. Par contre, bah, l'affluence des clients, bah, sera quand même là, et donc du coup, on aura moins de personnel pour encadrer les clients et ça peut aussi apporter du coup une insécurité à ce niveau-là.
Alors même si je pourrais sanctionner dès la première minute de retard, je me suis dit que je vais être sympa et du coup je sanctionne à partir de 10 minutes de retard. Donc si la personne arrive avec un retard de plus de 10 minutes, la totalité du retard est retirée de son salaire mensuel. Alors finalement, ça représente pas grand-chose à la fin du mois. Par contre, ben, pour un saisonnier, ça peut quand même être, impactant et surtout, bah, quand sur sa fiche de paye, on a des lignes retenues pour absence injustifiée et ben, ça fait quand même quelque chose et du coup, ça incite quand même les employés à ne pas être en retard. Voilà, ensuite, il y a un autre fléau que je rencontre régulièrement chaque année, au parc avec mes saisonniers, c'est les arrêts maladie. Et là, j'ai pas mal d'anecdotes, assez croustillantes, alors qui sont pas forcément drôles pour moi, parce que ça a plusieurs impacts. Le premier cas que je peux citer d'ailleurs, c'était, cette année. Donc je recrute une employée saisonnier pour les mois de juin, juillet et août, au niveau de la restauration. Le mois de juin se passe très bien et arrivé début juillet, on me claque un arrêt maladie d'une semaine. Au bout d'une semaine, pas de nouvelles et là, je reçois prolongation de l'arrêt maladie. À la fin de la deuxième semaine, rebelote et donc là, j'apprends alors, faut savoir qu'au parc, les employés saisonniers font des groupes, sur Snap, dans lesquels heureusement je ne suis pas et là, quelqu'un balance: «Ah mais j'ai vu un tel est sur un bateau en Méditerranée en train de siroter des cocktails». Donc là, bah, sympa, le reste de son équipe est en PLS parce qu'il y a du monde et elle, elle est tranquillement en train de boire son petit cocktail sur un bateau en Méditerranée, en me claquant, arrêt maladie sur arrêt maladie. Donc ça, c'est un premier cas de figure. Voilà, bah, tout simplement après, elle n'a même plus pris la peine de faire des arrêts maladie. Elle s'est tout simplement pas pointée et donc après, ben, pour un contrat qui se termine, 1 mois après, il y a pas grand chose à faire, hein. Le temps d'engager une procédure de licenciement, bah, la fin du contrat, elle est déjà là donc finalement ça change rien et ça va génère de la charge de travail en plus pour pas grand chose. Voilà, des exemples comme ça, j'en ai des centaines. J'en ai un autre qui me passe par la tête. Alors là, c'est plus pour des retards. J'en parlais juste avant. J'ai un employé saisonnier, il y a 2 ans, qui arrivait en saison, donc juillet-août, les plus gros mois de la saison, avec des retards, dépassant les 4 voire 5 heures. Et je me souviens, une fois, je partais en rendez-vous une après-midi et je le croise en train d'arriver, mais je lui dis: «Mais tu pas venu bosser ce matin?» Et là, il me dit: «Ah non, ma grand-mère est morte, du coup, bah, j'ai pas pu venir plus tôt». Voilà, sauf que sa grand-mère était déjà morte 4 fois dans la même saison. Donc forcément, à un moment donné, faut pas prendre les gens pour des cons. Je reviens sur une anecdote, encore sur les arrêts maladie, parce que ça, j'en ai à la pelle. Mais cette année, j'ai fait un truc que j'avais jamais fait, c'est que j'ai envoyé un contrôle, j'ai envoyé un médecin faire un contrôle pendant les horaires de présence obligatoire de l'employé. Alors pourquoi j'ai fait ça? Bah, tout simplement d'une parce que j'en avais marre qu'on me claque, des arrêts de travail pour rien, dès qu'il y avait un peu plus de rush et deuxièmement parce que un autre employé avait vu, le gars qui était censé être en arrêt, en train de faire ses courses et en train de déconner avec ses potes sur le parking, d'un supermarché et quand il a vu qu'il s'était fait capter, il a tout de suite arrêté de rigoler et a fait genre il a mal. Donc là, je me suis dit: «Bon, ça fait déjà encore, 3 fois qu'il me fait des renouvellements d'arrêt maladie. Là, c'est sûr, il pourrait très bien venir bosser». Donc quand j'ai eu le rapport du contrôle, alors en effet, le rapport indiquait une pathologie, sauf que comme par magie, l'employé était de retour au travail la semaine suivante, alors qu'il m'avait claqué, 8 semaines, d'arrêt maladie. Donc voilà, je sais pas trop quoi en penser, mais en tout cas, ça a fait son effet, donc je suis assez content. Pourquoi je raconte ces anecdotes? En fait, tout simplement parce qu'une personne en arrêt maladie et ben, ça va avoir un coût supplémentaire pour l'entreprise. Quand j'ai une personne absente dans une équipe, il faut que je la remplace et je la remplace par quoi? Bah, je la remplace par un intérimaire ou 2 intérimaires parce que souvent, c'est une personne qui est formée, qui connaît son métier et donc je vais devoir prendre des gens qui n'y connaissent rien, qui connaissent pas le fonctionnement de l'entreprise, mais qui vont devoir, sauver, la journée. Et souvent, bah, c'est compliqué donc souvent une personne, comment dire, expérimentée dans l'entreprise, je vais la remplacer par 2 intérimaires qui vont faire, la moitié de son boulot.
mais qui vont, permettre, de faire tourner le parc quand même. Et ces intérimaires-là, forcément, ils ont un coût supplémentaire et donc à chaque fois que j'ai une personne absente et à chaque fois ça génère des coûts supplémentaires pour l'entreprise et ça ronge la rentabilité. Au-delà de ça, il y a un effet, aussi assez fréquent, c'est que plus l'arrêt est long plus la personne elle va avoir peur de revenir parce que son équipe aura été en PLS et parce que, elle va sentir d'une certaine façon le regard de son équipe et donc souvent, ce type de situation, ça engendre des arrêts qui sont de plus en plus longs et pas forcément justifiés. Toute dernière anecdote concernant, ce sujet-là, j'ai aussi des saisonniers qui viennent et qui font leur maximum pendant la période d'essai. Et une fois la période d'essai passée, ils sont plus manageables, ils font plus rien, ils en font qu'à leur tête. Et là, pour le coup, j'ai un exemple aussi concret d'une personne que j'ai employée en restauration et qui m'a dit: «Ah mais de toute façon, moi je m'en fous de bosser, je viens pour avoir des vacances payées, ici le cadre est cool, moi je vais pas bosser. De toute façon, je pense que je gagne 10 fois plus que toi, dans mes investissements crypto». Alors ce gars avait 19 ans, donc certes, s'il a fait des invests crypto, tant mieux pour lui. Par contre, voilà, ce type d'attitude c'est clairement compliqué à gérer et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des sanctions qui soient prévues et appliquées. Voilà, donc si je résume ce point rapidement, mets en place un cadre écrit et appliqué avec des règles claires sur les retards, sur les absences, tout ce que tu veux, mais il faut qu'elles soient connues à l'avance par tous pour éviter les tensions et protéger ton activité et en cas de doute, agis, prends les décisions nécessaires, ne laisse pas traîner. Non pas simplement pour sanctionner, mais pour clarifier au minimum la situation et sécuriser ton entreprise. Passons maintenant sur l'avant-dernier point que je vais évoquer dans cet épisode, consacré à la gestion de l'humain et des ressources humaines. Ce sujet, c'est comment gérer les dramas humains, les couples et les relations amoureuses au sein de ton entreprise. Ça peut paraître anodin, mais ça concerne quand même pas mal de monde. En France, il me semble que c'est 14 des couples qui se sont formés sur leur lieu de travail. D'après une autre étude, 20 à 30 de salariés ont déjà eu une relation amoureuse avec un collègue et donc c'est forcément, des sujets qui nous concernent. Pourquoi est-ce que j'en parle? Eh bien, tout simplement parce que ce sont des comportements qui peuvent altérer la qualité du travail effectué. Ce sont des comportements qui peuvent également altérer le service, rendu aux clients et tout cela peut aussi engendrer des problématiques au sein des équipes, ce qu'il faut, arriver à reconnaître pour pouvoir réagir et régler ces situations au plus vite. J'ai un premier exemple que je vais partager. Pour une activité, j'avais embauché un couple, de moniteurs diplômés. Ils étaient déjà en couple avant d'arriver chez moi, donc j'ai embauché ce couple-là en tant que saisonnier, sur plusieurs saisons même d'ailleurs et il se trouve que pendant la saison, j'ai appris que le mec avait trompé, sa copine avec une cliente. Alors moi, forcément, je sais pas tout, mais j'arrive à glaner des informations au fur et à mesure et j'avais compris en plus que ça n'était pas arrivé qu'une seule fois. Donc voilà, ce couple, ça faisait quelques années qu'ils étaient, ensemble, plusieurs années qu'ils étaient ensemble. Là, le mec qui trompe sa nana, donc moi, je me retrouve avec les 2 qui se font la gueule, elle super triste et donc forcément, ça s'est ressenti, dans leur travail. Déjà, ils se faisaient la gueule, ils avaient des têtes, d'enterrement devant les clients, pas de sourire, pas de sympathie, vraiment en termes, d'image de marque, pour moi, c'était vraiment compliqué à gérer. Quand tu as un couple qui est censé bosser en binôme, du matin au soir et quand ce binôme se fait la gueule et ne se supporte pas, c'est vraiment compliqué à gérer. Donc au final, heureusement, ça s'est résolu, mais pendant plusieurs semaines, c'était une situation compliquée à gérer. Alors j'ai un autre exemple, cette fois-ci un couple qui s'est formé, au parc, pendant la saison et là, d'un coup, c'était, big love,
et il se trouve que ces 2 personnes étaient dans la même équipe, qui plus est, et que lui était en plus, son chef d'équipe. Donc là, bah, on m'a rapporté souvent qu'ils étaient tout le temps ensemble, que du coup les zones de surveillance, étaient, désertées, que les personnes, ne prenaient plus soin de fournir aux clients, la qualité de service et sécuritaire. Et puis, bah, lui, comme c'était son chef d'équipe, et qui faisait ses plannings, il l'a forcément arrangé de nombreuses fois, sur les jours de repos et cetera, au détriment, des autres, employés de l'équipe, et donc il y avait plus, cet équilibre, qu'on cherche à avoir. Donc ça a posé aussi quelques problèmes au sein de l'équipe. Voilà, des histoires comme ça, j'en ai quelques-unes, et en plus, bah, chez moi, le cadre, se prête beaucoup à ce genre de situation. Des rencontres et des gens qui fricotent, des saisonniers qui se mettent en couple, qui changent et cetera, bah, j'en ai, tous les ans, plusieurs, je dirais pas des dizaines, mais j'en ai quand même pas mal. Ce qui a valu plusieurs surnoms au parc, donc qui s'appelle normalement le Fun Park, mais dont j'ai appris, plusieurs, surnoms. L'année dernière, c'était, le Fuck Park, et cette année, j'ai appris qu'il y avait un groupe, Snap qui s'appelait, attention, Only Fun. Donc voilà, ça en dit long sur ce qui se passe, au parc, alors en dehors des heures de travail, et j'espère pas pendant les heures de travail. Mais voilà, c'est, le cadre s'y prête, et bah, il faut faire tout simplement attention à pouvoir cadrer, tous ces comportements et tout ce qui s'y passe d'une certaine manière. Donc qu'est-ce que j'ai fait concrètement et qu'est-ce que tu peux faire toi aussi pour gérer ce type de situation? Alors je pense que c'est important déjà de rappeler aux personnes concernées qu'il faut séparer clairement la vie privée et le travail, et que le comportement professionnel est non négociable. Personnellement, je ne juge jamais. Il faut pas juger une relation, une séparation, une tromperie. Par contre, il faut être regardant sur l'attitude, sur le professionnalisme et l'impact client. Donc moi, en général, je leur dis: «Bah, ce que tu vis, c'est personnel, ça me regarde pas. Par contre, ce qui me regarde, c'est ton attitude au travail». Ce que je rappelle aussi à mes employés, ça va être ce que j'attends d'eux. Le sourire, la politesse, le dynamisme, la disponibilité, et je rappelle aussi ce qui ne l'est pas, donc pas de conflit visible, pas de tension devant les clients, parce que ça apporte une mauvaise image, de l'entreprise. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est détecter les premiers signes, par exemple, par, des mauvaises attitudes, des baisses d'énergie, des impacts sur l'équipe ou sur les clients, parce que plus on intervient vite, bah, moins ça va pourrir derrière. Aussi, il faut éviter de prendre parti, parce que forcément, on va écouter, les versions, de un tel ou un tel, mais mon rôle, c'est pas de juger qui a tort ou qui a raison, mais mon rôle, c'est d'être là pour que le travail soit bien fait. Donc ta mission, c'est pas de gérer les couples et les émotions. Ta mission en tant que chef d'entreprise, de gérant, de dirigeant, c'est de protéger, l'expérience client, l'équipe et la performance. Et finalement, même si on est là pour écouter les problèmes de temps en temps, eh ben, on est aussi là pour recadrer les employés quand ça ne va pas. Donc si je récapitule, pour l'instant, on a vu l'automatisation, des ressources humaines, mesurer le temps réel, reprendre le contrôle sur la paye. On a parlé de l'onboarding, on a parlé, de structurer ses équipes, de déléguer, pour respirer. On a parlé de cadre et de sanctions. On vient de parler, de l'humain et des émotions, et le dernier thème, ça va être manager les générations. On entend souvent parler de la Gen Z, ces personnes, ces jeunes qui sont nés entre 97 et 2012, et qu'il est parfois difficile de cadrer. On va voir, bah, ce qu'il en est réellement sur le terrain et les solutions qu'on peut apporter. Chez moi, la plupart, des saisonniers ont entre 19 et 25 ans, je dirais grand maximum, et donc c'est des employés qui tombent pile dans cette génération, et c'est vrai que ça peut être parfois assez difficile à manager, à tel point que lors du salon annuel des espaces de loisirs qui regroupe tous les gérants des parcs en France, on a eu une conférence sur comment manager, la génération Z. Donc c'est vraiment un sujet d'actualité qui concerne l'ensemble de la profession, et donc qu'est-ce qu'il en est ressorti? Bah, c'est par exemple, les jeunes, n'écoutent plus, ils sont plus motivés.
quand on dit quelque chose, qu'ils aiment pas, ils veulent pas le faire ou ils râlent tout le temps, et cetera, et cetera. Les concepts, factuels, ça va être simplement que maintenant il y a un rapport différent à l'autorité. C'est plus comme à l'époque, ça va être plutôt la recherche d'une autorité moins verticale qu'avant. On remarque aussi chez ces jeunes qu'il y a une recherche de sens immédiat et une faible tolérance au flou et à l'incohérence. Ils veulent comprendre pourquoi ils font certaines actions, pourquoi on leur demande de faire certaines choses et ne plus forcément les faire sans la compréhension de l'ensemble. Et ça, je l'ai vraiment ressenti et remarqué cette saison et j'ai un exemple très concret qui me vient à l'esprit. Cet été, on avait besoin de renouveler un petit peu notre offre et de redynamiser l'activité Acrobranche en proposant quelque chose de nouveau et on a eu l'idée de proposer des sessions nocturnes. Après avoir passé en revue tout l'aspect sécurité pour les employés et pour les clients, on a proposé de mettre ça en place et là, on s'est retrouvé face à un mur de négation, de l'équipe complète, des saisonniers qui travaillent à l'Acrobranche et là, bah, du coup, pour nous, c'était l'incompréhension. Parce qu'en fait, derrière, il y avait pas de raison réelle de cette négation. C'est simplement qu'on a eu, les retours que je vais vous faire, c'était: «Ah mais je comprends pas pourquoi je vais devoir travailler plus». Alors déjà, tu vas pas travailler plus, tes horaires vont être adaptés. «Oui, mais j'ai pas envie de faire ça tous les jours». Alors non, bah, on avait dit que c'était ponctuel, 1 à 2 fois par mois grand maximum, sur l'ensemble de la saison. Autre argument: «C'est pas écrit dans mon contrat que je dois faire ça, donc je le ferai pas». Alors que l'ensemble des contrats indique une polyvalence, dans toutes les activités et en soi, on ne demandait pas aux gens de rester, toute la nuit, on demandait de faire, 2 heures de plus et de venir 2 heures plus tard le matin. Donc à toutes, ces objections, on a fait une réunion avec l'ensemble de l'équipe et là, on s'est rendu compte que vraiment, ils avaient besoin de comprendre, bah, pourquoi on faisait ça finalement et j'ai dû expliquer pourquoi c'était important de proposer de nouvelles activités, pourquoi c'était important de dynamiser le parc, pourquoi c'était important en termes de communication et voilà, dans leur esprit, oui, on est le seul parc, multi-activités dans la région. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire de la com? Si on est les seuls, bah, les gens vont venir forcément chez nous. Bah, en fait non, puisqu'on n'est pas en concurrence avec les autres parcs comme nous. On est en concurrence avec toutes les activités de loisirs extérieurs et intérieurs. Il a fallu expliquer que les Français ont un budget loisir, mensuel par exemple, qu'ils peuvent dépenser, bah, dans plusieurs établissements et s'ils les dépensent ailleurs que chez nous, bah, ils vont pas revenir chez nous pour dépenser plus de budget et pour ces raisons, c'est important de capter l'attention des clients en proposant toujours des nouveautés. Mais tout ça, voilà, c'était un discours que j'ai dû avoir pour vraiment leur faire comprendre, pourquoi on mettait ça en place et seulement après plusieurs heures à leur expliquer pourquoi il fallait, qu'on fasse ça, pourquoi c'était bien pour l'entreprise et pourquoi si on le faisait pas, ça allait nuire à notre image et peut-être à notre, rentabilité aussi et finalement, c'est seulement après tout ça, toutes ces explications, qu'ils ont accepté de faire leur travail et de participer à cette nouvelle activité ponctuelle. Donc ça, c'est qu'un exemple, mais voilà, ils étaient une quinzaine à avoir, le même discours et ça montre bien que maintenant ces jeunes ont besoin d'une vraie raison, qu'ils puissent comprendre. Il faut qu'il y ait un réel sens, derrière les actions qu'ils vont faire et ça, pour eux, c'est très important. Donc si je devais résumer cette partie, je dirais que la Gen Z ne déteste pas l'autorité, elle déteste simplement l'incohérence et c'est à nous, en tant que chefs d'entreprise, de faire en sorte que ce soit cohérent pour eux. Voilà, on arrive à la fin de cette première partie de l'épisode. Il y aurait des centaines d'autres choses à dire sur la gestion, des équipes, la gestion de ressources humaines en entreprise. J'ai essayé d'aborder ce qui me semblait être les plus importants et les sujets et les problématiques que je rencontre le plus fréquemment dans mon entreprise. On attaque la deuxième partie de cet épisode sur l'actualité de mes projets, à commencer par le parc. Alors tout simplement, ça va être assez rapide. Là, on a bossé ces dernières semaines avec l'expert comptable pour sortir le bilan et les états financiers. Alors, comme je m'y attendais, la saison a été super mitigée. C'est notre plus mauvais chiffre d'affaires jusqu'à présent avec quand même 1 19 000 €. Mais malgré tout, ce qu'on a mis en place,
Voilà, ça n'a pas suffi. Je sentais bien que ça allait être compliqué, pour cette saison. Résultat des courses, on a un résultat net de moins 11 000 €. Donc c'est pas dramatique, mais c'est très frustrant parce qu'au final, bah, on a bossé d'arrache-pied, on a essayé de trouver des solutions, quand il faisait moche, on a mis en place des nouvelles activités, des nouvelles offres et cetera. On a vraiment charbonné cette année et au final, bah, voilà, on se retrouve avec un résultat net comptable, négatif, ce qui est très frustrant et très décevant. Au final, c'est pas un problème en soi, le plus gros problème qu'on va rencontrer cet hiver, c'est le manque de trésorerie, puisque, bah, à la fin de la saison, je sais qu'on doit avoir un certain montant en trésor sur notre compte et là, on en est bien loin, puisqu'on a passé un été de merde, clairement et donc avec, mon super outil, de prévisionnel de trésorerie, bah, là, j'ai un atterrissage, à la fin de l'hiver, avant la reprise de la saison, à moins 40 000 €. Bah, moins 40 000 €, bah, du coup, forcément, ça va pas être possible à faire. Mais là, pour te donner une idée, là, la trésor, elle fond comme neige au soleil. On a 50 000 € de décaissement chaque mois, pour les crédits, les salaires, les charges fixes et cetera et en face, on a zéro pointé qui rentre donc ça va être très, très compliqué à gérer cet hiver. On a fait ce qu'on a pu pour le Black Friday, mais on a généré, 2 000 balles, donc autant dire que c'est pas grand-chose. Alors c'est déjà mieux que les années précédentes où on faisait, quelques centaines d'euros. Là, on bosse à fond sur Noël, on espère qu'on va faire quelques ventes. On a mis en place de nouvelles cartes cadeaux, donc j'espère que ça va fonctionner et on bosse, d'arrache-pied avec l'équipe pour prospecter les entreprises, et les CSE pour décrocher des contrats. Le but, étant de rentrer le plus de trésor possible cet hiver, et pour que les actionnaires ne doivent pas mettre la main à la poche avant la reprise de la saison, parce que ça et ben, c'est toujours, délicat à demander. C'est jamais, une bonne situation de demander l'argent des actionnaires pour remettre les comptes du parc à flot. Donc on va essayer d'éviter ça et on va faire le maximum. Concernant mon projet de salle de fitness avec l'Orange Bleu, je vous avais dit dans l'épisode précédent que mon local avait été trouvé par, le siège de l'Orange Bleu. Au mois de novembre, j'ai eu mes rendez-vous bancaires, où j'ai été aussi accompagné par une personne du siège de l'Orange Bleu. Donc, ce qui est vraiment, top dans cet accompagnement, c'est qu'on n'est jamais seul et ça montre encore une fois le sérieux du modèle et globalement, le projet a été super bien reçu par les banques, lors des présentations. Mais comme souvent en entrepreneuriat, bah, tout se passe pas forcément comme prévu et sur les 6 rendez-vous bancaires que j'ai fait pour le moment, 3, m'ont demandé soit un apport supplémentaire, bien que l'apport, soit déjà conséquent et respecte, le minimum requis, au niveau du siège de l'Orange Bleu. Voilà, globalement, certaines banques demandent plus d'apports, d'autres demandent de réduire, mon exposition immobilière, personnelle. Alors ça, bah, pareil, je comprends pas trop. Il y a qu'une banque qui m'a dit que pour obtenir le prêt, il fallait que je vende, des appartements. Donc ça, forcément, bah, il en est pas question. Et donc là, j'ai encore, des dossiers en cours qui sont plutôt bien avancés. Donc j'ai bon espoir. J'espère que j'aurai un beau cadeau de Noël à vous annoncer la prochaine fois. Mais bon, on est aussi en fin d'année, c'est pas forcément le moment le plus propice pour demander un financement. En général, à cette période de l'année, les banques ont souvent déjà rempli leurs objectifs et c'est toujours un petit peu plus difficile d'obtenir un financement. Mais bon, c'est comme ça, il faut faire avec, il faut trouver des solutions, et c'est là qu'il faut faire preuve de résilience en tant qu'entrepreneur. Dans tous les cas, je suis toujours accompagné par mon chargé d'implantation, de l'Orange Bleu et clairement cet accompagnement, c'est vraiment un gros point fort. C'est vraiment un concept, clé en main. Il y a un accompagnement sur toutes les étapes, de l'ouverture d'un club. C'est un modèle qui a fait ses preuves depuis une trentaine d'années, donc j'ai hâte d'ouvrir, mon club, mes clubs devrais-je dire, puisque j'ai un deuxième projet, qui, va se lancer une fois que ce premier sera sur les rails et c'est exactement ce qui rend ce modèle intéressant, c'est qu'il est duplicable, il est structuré
et il est relativement accessible puisqu'il nécessite un apport qui est tout à fait envisageable, seul ou en association, comme je l'ai fait. Il y a un peu plus de 400 clubs en France et ce qui est bien, c'est qu'il y a encore plein de régions qui ne sont pas couvertes, donc un terrain de jeu et d'investissement qui est encore propice à ce type de concept et c'est pour ça que j'ai prévu, de me développer dans ce secteur. Si tu écoutes ce passage et que tu te dis: «Le fitness, ça m'intéresse, ça a l'air d'être un business rentable, j'ai envie d'entreprendre, j'aimerais investir dans un projet structuré», eh ben, viens simplement me contacter sur LinkedIn et on pourra en discuter plus longuement. Et enfin, pour terminer, où j'en suis dans mes projets IMO. Alors, bah, la dernière fois, je t'avais parlé des gros travaux de la maison, que j'ai acheté avec ma femme et qu'on va rénover. On a finalisé le budget travaux, on a commencé à faire le tour des banques et là, on se heurte un petit peu au même problème. Alors, je ne sais pas si c'est, la période, je pense que ça en fait partie. Après, on a aussi un projet qui est très dur à financer et que, en tant qu'investisseur IMO, on sait très bien que les banques n'aiment pas ce type de projet. C'est simplement le fait que, les travaux représentent, 3 fois le prix du foncier et ça, ben, on sait que c'est compliqué. Malgré tout, certes, on a des gros travaux, mais on a aussi, projet fini, une plus-value latente conséquente. Donc, j'espère que ça pèsera dans la balance et j'espère que le fait que ce soit un projet RP plus locatif qui va générer des revenus complémentaires joue aussi en notre faveur. Et pour terminer, bah là, je reviens tout juste d'un week-end à La Plagne. On a décidé de partir en dernière minute avec ma femme et un ami car notre appart, n'a pas été loué pour la première semaine d'ouverture de la station. Dans l'épisode précédent, j'avais parlé du fait que je sentais que c'était un petit peu plus compliqué à louer cette année que l'année dernière. Il y a un peu moins de réservations, moins de précipitations pour, les vacances au ski cette année de manière générale. Mais franchement, c'est pas grave, ça nous a fait un bien fou pour nous ressourcer, dans cette période où on charbonne pas mal. Et franchement, c'est aussi ça à quoi doivent servir nos invests. La renta, c'est bien et c'est important, mais si on peut aussi en profiter de temps en temps, c'est cool. L'essentiel, c'est qu'il soit loué sur les grosses périodes, pour qu'on ait pas à remettre au bout en été hors de la saison de ski. Et là, on était plutôt bien positionné sur les prix. Je regarde assez souvent, ce qu'on peut faire et là, tout simplement, la station était remplie à 50 par des propriétaires. Et franchement, on était vraiment seuls sur les pistes. C'était vraiment un régal, un truc de dingue et je suis super content qu'on puisse en profiter. Si l'investissement en montagne t'intéresse aussi, n'hésite pas à me contacter. J'ai pas mal de réseaux sur place, en tout cas dans cette station-là, où les prix sont encore relativement faibles par rapport à d'autres stations. Voilà, on arrive au bout de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner, à le partager à tes amis ou à tes collègues. Et surtout, si tu l'as aimé, n'hésite pas à mettre une note 5 étoiles. Ça m'aide beaucoup et ça me motive à continuer à délivrer de la valeur, à délivrer mon expérience et des anecdotes croustillantes. Dans le prochain épisode, on va parler de l'organisation d'événements, comment faire parler de ton business sans perdre d'argent, en gérant du cash, en gérant du risque, de la sécurité et de l'imprévu. On va parler de l'envers du décor de l'organisation d'événements et de toutes les erreurs qui peuvent te coûter très cher. Encore une fois, il y aura des anecdotes très croustillantes, du vécu, des personnes ivres qui montent sur les pylônes, des altercations au couteau à gérer en soirée, des feux de barbecue, des interventions de la gendarmerie et surtout, je t'expliquerai pourquoi organiser des événements est une compétence clé pour n'importe quel entrepreneur, même si tu n'organises jamais de soirée. On se retrouve dans 2 semaines et d'ici là, je te souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année, de prendre soin de toi et de tes proches. Bye bye.